Alors déjà, ça démarre très très mal, parce que j'ai pas l'idée de fêter mai 68. C'est pour ça que je dis ou pas. Ça me Ils veulent commémorer, hein. et même pas commémorer, c'est-à-dire ça vaut le coup d'en parler parce qu'on l'a vécu, pour le meilleur et pour le pire. Ça vaut le coup d'en parler, y compris pour que ça serve éventuellement aux générations qui nous suivent. Mais pas le côté ni hommage, ni fêter, ni même dénoncer. Parce que d'aucuns auraient voulu dénoncer, et même à un moment, le macro-président a même pensé commémorer, ce qui aurait été quand même outrecuidant. Ça ressemble plus du tout, la société a complètement changé. Il y avait beaucoup moins d'étudiants, et il y avait peu d'étudiants à l'époque issus de classes populaires. C'est le tout début. De même l'université de Nanterre, elle est au milieu d'un no man's land. Tout ça est très très nouveau. Avant il y a la Sorbonne, et c'est que des enfants de bourgeois qui sont étudiants, bon voilà, c'est tout. Et donc il y a un mélange de tout ça qui se fait en même temps. Et puis avec une société culturellement très bloquée. On a une image de 68, on voit des jeunes qui tout d'un coup rentrent en ébullition. Pour certains qui sont tellement déçus après, tellement ils y ont cru que ça va même déboucher, et il faut le dire, sur des centaines de suicides, en particulier de jeunes prolos, parce que quand on est intellectuel, on a plus de facilité à rebondir, alors que le jeune prolo qui s'est lancé corps et âme là-dedans, après il ne pouvait pas rebondir. Ça serait croire qu'on peut comme ça changer les choses, y compris presque d'une façon blanquiste. Ça n'existe pas. Qu'on le veuille ou non, l'évolution est assez lente. Et c'est tout le problème, par exemple, de l'utopie. Moi, je me réfère beaucoup à Albert Camus et George Orwell, qui partageaient beaucoup de positions communes, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils s'entre-admiraient, qui trouvaient très intéressantes les utopies, au sens que l'utopie, ça permet d'imaginer un autre monde, ça décolonise l'imaginaire, comme on dirait aujourd'hui, mais se méfiait énormément des utopistes. Pourquoi? Parce que si des utopistes arrivent au pouvoir, comme ils sont par définition minoritaires dans une société, s'ils sont utopistes, les utopistes sont rarement majoritaires, ils ne pourront imposer leur utopie que de façon autoritaire. C'est l'échec de l'Union soviétique, c'est l'échec de l'espoir communiste au niveau mondial, et on va le payer pour des générations. On est encore en train de le payer. Parce qu'effectivement, si cet espoir doit déboucher sur ça, il n'y a personne qui a envie de nous suivre, et on les comprend bien. Donc ce genre d'idée, enfin d'illusion que les choses vont changer comme ça, mais si c'est pour aboutir à des choses monstrueuses, il vaut encore mieux pas les faire. J'ai jamais pensé, moi, qu'un jour je vivrais dans la société auquel je rêve. Et pire que ça, quand j'ai plein d'amis qui me disaient « Moi, si on ne débouche pas dans 2 ans, je laisse tout tomber », je disais d'abord « Laisse tout tomber tout de suite, parce qu'on ne débouchera pas ». Et ensuite, je leur disais pire, je leur disais « Mais vous avez une vision capitalistique des choses. Vous voulez un retour sur vos investissements. » Moi, c'est pas pour ça que je lutte, c'est parce que j'ai pas, c'est simplement vital. C'est vital de ne pas se laisser faire. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité. Mais je compte pas être victorieux demain. Ça n'aurait pas de sens d'ailleurs. Mais il faut être conscient de ça parce que sinon, soit on rêve tellement de la victoire que la révolution c'est pour demain et après on est tellement désespéré qu'éventuellement on se suicide. Soit on en déduit, bon tout ça vaut la peine de rien, donc je m'intègre et puis je deviens un bon bourgeois. Mais non, on peut très bien, en étant conscient de ça, la boussole, qu'on ne perd pas, conscient de comment ça se passe, et puis continuer à essayer d'être, comment on pourrait dire,
comment ça s'appelle, pas des mouches du coche, si un peu, oui, des mouches du coche. Nous, à l'époque, et peut-être on en restera là, on avait l'illusion d'avoir prise sur la marche du monde. Je précise l'illusion. Mais cette illusion, d'abord, elle tenait chaud et elle donnait du courage. Et même, elle donnait des forces. C'est-à-dire qu'on lisait énormément parce qu'on voulait tout savoir sur tout. On avait des discussions, tout ça, mais parce qu'on pensait que notre activité allait changer la face du monde. En réalité, maintenant, on voit bien que c'était... Déjà, à l'époque, je pensais que c'était assez illusoire, mais maintenant, c'est évidemment illusoire. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, un jeune, quand il sort de l'adolescence, ben, il a même plus cette illusion. Il pense qu'il a pris sur rien. Et s'il a pris sur rien, pourquoi s'impliquer dans quoi que ce soit ? Au mieux se tenir chaud avec quelques copains et faire des petits trucs complètement marginaux à côté, ce qui est d'ailleurs mieux, y compris en termes de germes pour l'espoir, que de rentrer dans le système. Mais plus s'impliquer comme on s'impliquait, au sens où on va changer la société. Je ne me sens pas l'âme d'un ancien combattant, ni pour ça, ni pour plein de choses. Et le mot commémoration n'a aucun sens par rapport à mai 68. Parce que si mai 68 avait horreur de certaines choses, les commémorations en font partie. Alors aujourd'hui, 50 ans après, on peut essayer d'établir quelques comparaisons, mais il ne faut pas non plus s'illusionner, on n'est pas du tout dans la même période. Il peut y avoir quelques points de ressemblance rares. En fait, il faut savoir que la France de l'époque, entre 65 et 68, est complètement bloquée. Elle commence à se débloquer à partir de la fin de la guerre d'Algérie, à partir de mars 62. On se retrouve à Puy-Ricard pour discuter de la vie politique française. En 63. Et donc ça, il y a là-dedans des jeunes qui vont avoir leur influence dans mai 68, mais qui ne sont pas parmi les leaders apparents de mai 68. Et qu'est-ce qui se dit du coup dans cette réunion? Bon ben, c'est une analyse critique de la Ve République. Pour tous ceux qui sont là, la Ve République a été établie sur un coup d'État. Fait par des généraux et qui sont allés sortir un de leurs collègues d'un placard. Le collègue s'appelle De Gaulle, qui a une belle aura sur les Français parce qu'il a été le De Gaulle de la libération. Et il faut quand même remarquer que c'est l'Europe des dictatures, quand même, parce que quels sont les pays qui ne sont pas c'est une dictature en Europe? Les pays du nord de l'Europe, du nord-ouest de l'Europe. Les autres, il y a des démocraties apparentes, comme la France, l'Italie, et puis il y a les dictatures fascistes d'Espagne, de Portugal, et puis il y a les dictatures socialistes, dites socialistes, des pays de l'Est. Donc ça a quand même un environnement dur. Le mois d'avril est quand même marrant, enfin marrant entre guillemets. Il y a le printemps de Prague qui démarre en avril, et qui va être stoppé par les chars russes en août 68. Il y a l'assassinat l'attentat, on va dire, d'un leader étudiant allemand qui s'appelle Dubschke, moi j'arrive pas à le prononcer, Rudi, on va dire. Ça devait être le 11 avril ou quelque chose comme ça. Le 4 avril, avant même, il y a eu Martin Luther King qui a été assassiné. Donc, on est dans une période très chaude. Hein. Ma position et celle des anarchistes, en fait, à l'époque, c'était que la révolte allait dans le mur. C'était l'expression qu'on a utilisée. La révolte va dans le mur, parce que le mur, c'est le mur de la Sorbonne. Ça veut dire, pour nous, les étudiants étaient enfermés dans leurs revendications, et ils s'enfermaient dans la Sorbonne, mais bon, ça n'avait pas de sens. Pour nous, ça n'avait pas de sens. Si on voulait une révolution, il fallait faire le lien avec les milieux ouvriers. Et ça, c'était pas du tout la position des syndicats à l'époque. Les syndicats ne se réveillent qu'à partir du 13, parce que le 13,
Il y a quand même des blessés, beaucoup de blessés. Et les bagnoles sont renversées dans les rues. Enfin, c'est vraiment, il y a je ne sais plus combien de barricades dans le quartier latin et au-delà. Donc le 13 marque, mais le temps que les syndicats se réveillent, on arrive presque au 17. Les premiers trucs, vraiment, à part quelques usines dont la base s'est révoltée assez vite. Enfin, il faut que tu t'imagines bien que les premières discussions à la SNECMA, par exemple, mais même après à Flins, au niveau de Renault, la SNECMA, c'est une usine qui fabrique des moteurs d'avion et qui se trouve en banlieue parisienne sud. Les premières discussions, les syndicats ferment les portes de l'usine et les discussions se font à travers la grille. Il y a des ouvriers qui viennent discuter avec les étudiants, mais les étudiants ne peuvent pas rentrer, les ouvriers ne peuvent pas sortir. C'est assez étonnant, tu as des tas de discussions à travers les grilles. L'infrastructure, c'est ce qu'ont fait les mecs à Notre-Dame-des-Landes. C'est ce que font les paysans qui font pas de la culture intensive. Ou ce que font certains profs dans les écoles primaires lorsqu'ils essayent de faire des trucs freinés ou Montessori. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Ou la manière dont s'organise, par exemple, certains services d'urgence dans les hôpitaux, et tu t'aperçois qu'ils se posent les vraies questions, tu vois. Et la presse, elle n'en parle pas de ça. Or, c'est ça qui va être révolutionnaire aujourd'hui. La politique, je trouve qu'on lui donne trop de place. Si on ne s'intéresse qu'à l'écume de mai 68, on va dire qu'il ne s'est rien passé à Perpignan. Par contre, si on essaye de voir ce qui s'est passé à l'échelle d'individus, de groupes d'individus, d'une prise de conscience générale, ben, il s'est passé des choses extraordinaires à Perpignan comme ailleurs. Hein. Il y a un avant et un après mai 68, hein. Ça c'est une évidence absolue. Des gens avec beaucoup de guillemets tout à fait normaux, qui la veille au soir étaient encore à 100 000 lieues de penser qu'ils allaient se lancer dans un mouvement comme ça, se sont lancés pendant un mois, tout le mois de mai, après juin ça a été un peu autre chose, hein, mais tout le mois de mai se sont lancés dans un mouvement de réflexion, de débat, de discussion, où tout a été mis sur la table. C'était absolument incroyable ce foisonnement d'idées, de dialogues, en plus dialogue acharné, etc., mais sans jamais aucune violence, avec un respect de la parole de tout le monde. C'est incroyable cette bascule que des centaines de gens ont fait en mai 68, de passer vraiment de l'inconscience à la conscience. Le point de départ, c'est pas une revendication de ras-le-bol sur tel ou tel point. Non, il n'y avait pas une revendication quantitative comme ça, c'était une revendication qualitative essentiellement. Les gens avaient besoin d'exister, de se parler et de remettre en cause le fait que les filles, par exemple, le point de départ du CAL des filles au lycée Jean Lurçat, c'était l'obligation du port de la jupe. Elles voulaient pouvoir mettre des pantalons. Voilà, et ça c'était interdit, sanctionné. Voilà, donc c'est parti de trucs minables comme ça. Hein. En fait, pendant un mois, les gens ont été livrés à eux-mêmes, sans quasi de communication avec l'extérieur, pratiquement plus d'essence très rapidement, donc plus de déplacements, des difficultés pas énormes, mais quand même pour assurer au jour le jour. Donc les gens ont été livrés à eux-mêmes très rapidement, ce qui a aussi favorisé les réunions, les rencontres, le redéploiement de l'emploi du temps. Parce que même les non-grévistes ne travaillaient pas. Donc pendant tout le mois de mai, toute la population des PO, et de partout d'ailleurs, a été livrée à elle-même. Et beaucoup de gens, mais vraiment énormément de gens, pour moi ça c'est le souvenir le plus excitant de mai 68, c'est que ça a concerné des milliers et des milliers de personnes dans ce département. L'esprit de mai 68, c'était un rassemblement qui traitait de tout, de l'écologie, de la lutte des classes, de l'éducation, du bien-être, de la sexualité, etc. etc. Après, on fleurit tout un tas de luttes séparées. C'est-à-dire, on a fait des espèces d'îlots comme ça, alors sur la sexualité, sur les femmes, sur l'écologie, sur l'environnement, sur etc., etc. Et
En faisant ça, on a perdu la logique d'ensemble qui était de résister d'une manière unitaire à une certaine société et de trouver ensemble des solutions. Mais les solutions, elles ne sont pas partielles dans tel ou tel accès, dans telle ou telle identité. Moi, à ma petite échelle, c'est vrai, j'ai participé à ce mouvement anti-séparationniste, on va dire. C'est-à-dire qui essayait de pousser en avant une unité large, une utopie, hein, parce que le but c'était, on avait un pied dans ce monde, mais pour vivre en intelligence avec soi-même, il faut avoir un pied aussi dans le monde tel qu'on souhaiterait le voir. Si on regarde encore une fois quantitativement l'histoire, les résultats, les machins, qu'est-ce qui a été une réussite dans l'histoire? La Commune de Paris, ça a fait des centaines de morts, des milliers de morts. Où est-ce qu'il y a une réussite? Je pense que c'est difficile de l'analyser comme ça. Donc d'un point de vue purement quantitatif, mai 68 n'a pas réussi, certes. Mais comme je disais tout à l'heure, on est passé très près de quelque chose. Jamais personne n'aurait dit qu'en mai 68 allait exploser une telle bombe. Voilà. Donc, l'histoire, elle n'est pas linéaire, elle ne monte pas comme ça graduellement, et puis on voit tout arriver. Non, heureusement d'ailleurs. Mais c'est plutôt ce côté, il ne faut pas désespérer de l'humanité, il ne faut pas désespérer des gens. On ne forcera pas le bonheur des gens malgré eux. J'ai jamais cédé. Je connais des tas de gens qui cèdent au désespoir, hein, et puis il y a aussi des suicides, etc., etc. Moi, j'ai jamais été dans cette optique-là. Il faut essayer de garder un vent d'espoir, mais il est compliqué. Hein. Il est compliqué, c'est vrai. Vraiment, il y a eu une espèce de maillage de faits importants qui permettait de réclamer un changement vraiment radical du fonctionnement de la société. Et par contre, la partie économique, cette partie de changement économique, n'était quand même revendiquée que par des militants politiques. Les postes étaient pris, les bonnes places. Ça a été aussi l'émergence de métiers nouveaux, les métiers des médias, les métiers de la pub. Donc ça a aussi permis à une classe émergente de s'instaurer socialement à égalité avec les pépères, donc, dont normalement ils auraient dû attendre qu'ils soient à la retraite pour pouvoir prendre leur place. Donc il y a quand même eu pas seulement un truc de mœurs, il y a eu aussi la possibilité, et c'est peut-être comme ça que les sociétés avancent et changent, parce qu'on peut le dire maintenant, des nouvelles technologies, si tu veux. Qui a les super jobs des nouvelles technologies? C'est pas des quarantenaires ou des cinquantenaires, hein. On est d'accord? Ouais. Donc voilà, ça a été aussi ce moment-là, 68. Les gens étaient engagés, que ce soit dans le milieu théâtral, musical, enfin je sais pas moi, les premiers... Bon, moi j'ai toujours bien aimé le jazz, ça pareil, on m'a aussi appris, mais quand on a écouté Coltrane, bien que l'album soit un petit peu déprécié, Koulou c'est maman en 67, bah, c'est pas rien, tu vois. Et ça c'est pareil, c'est cette époque-là. Le Living Theatre à Paris, le jazz militant, ce qu'on appelle maintenant le jazz militant, et en même temps aussi, même dans le milieu pop, des prises de position assez intéressantes parfois. On était quand même pour la dictature du prolétariat, quoi, faut pas l'oublier. Donc on avait aussi parfois des idées un peu trop radicales, et certains profs, justement, ont su nous amener, comme je te le disais, on était des intellectuels formés par l'école, qui étaient assez... solide pour nous ancrer quand même à des façons de faire, des façons de s'exprimer. Mais par contre, oui, à partir du moment où les gens ont peur, ils ne s'engagent pas. Donc, ce qui avait été un grand mouvement, et moi j'appellerais pas ça un échec politique, est redevenu une situation, entre guillemets, normale dans nos genres de société. Je pense qu'il y a eu vraiment un moment de flou dans la pensée, à savoir si ça allait pas finalement trop mal se terminer.
Parce que est-ce qu'il y a eu des morts dans les manifestations ou pas? Franchement, en 68, je ne peux pas te le garantir à 100%. On parle d'un mort suite aux événements de 68. Moi- Un policier, un manifestant. Moi, je ne dis rien parce que je n'ai pas vu les personnes mortes. Les bruits qui ont couru, par contre, étaient autres que un. Donc oui, à partir du moment où tu commences à instaurer, tu vois, pas quand même le climat de terreur non plus, il ne faut pas exagérer, mais la peur. C'est-à-dire, il y a des morts, il y a des chars. Ça finit quand même par démobiliser les moins investis, ce qui est normal. Et donc, moi, je vois ça plutôt comme un mouvement de flottement et une seule espérance, c'est que quand même De Gaulle s'en aille, au moins ça, pour qu'on puisse passer à autre chose. Et qu'est-ce qui a changé? C'est que moi, j'ai continué à faire de la politique. C'est-à-dire que du coup, je suis passée dans les groupes interdits et que donc tu continues à lutter, que donc tu continues à espérer que ça avance et tu t'aperçois, parce que tu grandis peut-être un tout petit peu, que c'est beaucoup plus lent que ce que tu espérais. Je pense que les attentats terroristes de gauche ont aussi beaucoup fait de mal à la fin du mouvement de 68. Parce que là aussi, tu as des gens qui étaient prêts à aller très loin, Ouais, dans la lutte armée. mais pas dans la bande Abadère, tu vois, par exemple. Et donc, du coup, ça a aussi un peu freiné, oui, C'est dur de repenser à tout ça, là. Si je dois conclure, par exemple, tout bêtement, notre entretien, je te dirais, tu vois, tout ça, entre ces années-là et aujourd'hui, je ne les ai sortis qu'une fois. C'était à l'occasion, justement, d'une petite exposition d'un prof d'histoire et géo dans un bahut où je travaillais, qui avait eu envie de faire travailler ses élèves sur cette période. Et donc, je lui avais prêté mes documents. Donc, moi, j'entretiens pas vraiment ça en souvenir. C'est pour ça que là, je suis bien contente de les montrer et de les partager. Je dis pas que je vais les mettre à la poubelle, ça m'émeut de les revoir, mais enfin, j'ai pas trop le culte du commémorer, quoi, en fait. C'est un peu ça.